Merci Éloi. Bonjour à tous et à toutes. Et, je vais m'associer à ces remerciements, Éloi. Remercier voilà, tous ceux qui ont permis qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Voilà, Morgane et son équipe, tous les membres du bureau de météo et climat, la régie, comme tu l'as dit, Éloi Choplin, je remercie, merci beaucoup. Voilà, et vous tous d'être là. Et puis, le conseil scientifique, mais je vais inviter Rémi Slama à venir le présenter. Merci Rémi, si tu peux venir avec moi. Voilà. Je te laisserai présenter ton conseil scientifique. Bon, on a un petit quart d'heure pour discuter. Alors, moi, je ne vais pas parler... Asseyez-vous, asseyez-vous. On va s'asseoir. Ça va être plus simple. Vous avez un micro, Rémi. Oui, voilà. Éloi nous donne quelques minutes. 12. Alors, bon, on va partager. Je te donne 6 minutes pour parler de la santé et du climat. Je vais simplement parler du climat. Je vais me limiter. Je rentre... J'étais à Belém il y a une quinzaine de jours. Je rentre de la COP Climat. C'était ma 23e COP. Je les ai toutes faites depuis 2001, sauf celle de l'an dernier. On peut pas, enfin, ce sont les 10 ans de l'accord de Paris. Voilà, donc, dans 2 jours. Laurent Fabius sera d'ailleurs avec nous aux 30 ans de l'IPSL que nous fêtons demain et après-demain. Et Éloi aussi sera là d'ailleurs pour effectivement marquer ce 12 décembre. Moi, j'étais avec Laurent Fabius hier soir et ça me donne, enfin, j'étais au premier rang. Je me souviens quand Laurent Fabius, avec son petit marteau, c'était vraiment beaucoup d'émotions. Alors, peut-être vous redire quand même ce que c'est l'accord de Paris. L'accord de Paris, donc, c'était la COP 21, la réunion des signataires, la 21e réunion des signataires de la Convention climat de 92. Cette Convention climat, il y a en fait 3 accords. Kyoto en 97, Copenhague en 2009 et Paris en 2015. C'est vraiment un échec, Kyoto et Copenhague. En fait, voilà, l'idée, c'est de stabiliser l'effet de serre de façon à limiter, à éviter des conséquences dangereuses du réchauffement climatique. C'est un échec. On sait dès au départ que pour limiter le réchauffement climatique, il faut diminuer les émissions de gaz carbonique. Elles n'ont pas arrêté d'augmenter. Jamais aussi vite que dans les années 2000 d'ailleurs. Paris, 2015, il y a un changement, 2 changements par rapport à Kyoto et Copenhague. À Kyoto et Copenhague, les Nations Unies, la Convention climat, invitaient les pays développés à essayer de fixer des objectifs de diminution des émissions pour les pays développés. Ça ne marche pas. Et à Paris, il y a 2 changements très clairs. Le premier changement très important, c'est qu'on commence à savoir, et on parlera des conséquences justement, on commence à savoir ce que pourraient être des conséquences dangereuses du réchauffement climatique, et qu'en gros, si on va à 2 degrés, on commence à jouer avec, la capacité d'adaptation. Donc voilà, ce bien en deçà de 2 degrés, donc on passe à un objectif chiffré, bien en deçà de 2 degrés, si possible 1,5 degré. En fait, c'est vrai que ce serait plus facile de s'adapter à 1,5 degré si on pouvait y revenir, ce qui tient du rêve. Voilà, donc l'accord de Paris, donc il y a des objectifs auxquels je crois on adhère tous. C'est cette capacité pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique sans trop de difficultés dans la 2e partie de ce siècle et au-delà, bien sûr. En face, il y a un changement, donc plutôt que d'essayer de fixer des objectifs, et c'est, je crois, l'astuce qui a été prise et qui a marché, c'est-à-dire on a demandé, en tout cas, qui a permis que l'accord de Paris soit ratifié par l'ensemble des pays. L'universalité, sa première qualité, c'est qu'on a simplement demandé aux pays ce qu'ils acceptaient de mettre sur la table en termes de diminution d'émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation. Le problème, c'est que les engagements ne sont pas à la hauteur des objectifs. Et bien sûr, avec les engagements, c'est d'ailleurs inscrit dans l'accord de Paris, écrit dans l'accord de Paris, on va plutôt vers 3 degrés que vers 2 ou 1,5 degré dans la 2e partie de ce siècle. Mais il y a un mécanisme intelligent. Donc, il y a l'universalité de l'accord de Paris, évidemment, qui a été
gommé par la décision de Donald Trump des États-Unis de s'en retirer. Ils s'en retireront officiellement le 20 janvier prochain pour le deuxième mandat. Mais il y a le processus de révision tous les 5 ans. On va essayer de relever l'ambition des engagements des différents pays. Et c'était la deuxième séquence évidemment de révision des ambitions. Et c'était un des objectifs principaux de la conférence de Belém, les 10 ans après. C'est quand même un peu mitigé. Alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Belém sur la transition juste, sur l'adaptation justement. Je pense peut-être que, regardez, il y a eu beaucoup de discussions sur climat et santé, donc très importantes. Voilà, mais en fait, ce qu'on attendait de Belém, on savait que Belém allait être jugé sur la capacité ou non à relever l'ambition, et ce n'a quand même pas été vraiment le cas. Alors, l'accord de Paris a été utile. Si on n'avait pas eu l'accord de Paris sur les 10 ans, on a quand même gagné pas loin d'1 degré, enfin à la fin du siècle. Sans l'accord de Paris, nous étions plutôt vers une trajectoire plutôt de 4 degrés, on est plutôt 3. On émet 55 milliards de tonnes d'équivalent CO2 chaque année. Donc les engagements, les nouveaux engagements, il y a des pays qui n'ont pas pris d'engagement, comme l'Inde, il n'y a que 120 pays qui ont déposé leurs engagements. Mais avec ces nouveaux engagements sur la période 2030-2035, on gagnera, enfin s'ils sont respectés, 3 milliards de tonnes par rapport à ne rien faire, par rapport à continuer sur la trajectoire précédente. C'est pas rien, mais et c'est là qu'on voit le fossé qu'il y a entre cela et ce qu'il faudrait faire. Si on voulait avoir des chances de revenir vers plus 2 degrés, eh bien, il faudrait 6 fois mieux. Il aurait fallu une diminution, disons, gagner 6 fois plus à horizon 2035. Il aurait fallu gagner 18 milliards de tonnes. Et en fait, je crois 28 milliards de tonnes pour 1,5 degré. Donc, Belém n'a pas rien fait, j'en terminerai là, sur la santé par exemple, climat-santé. Mais voilà, c'est toujours la politique des petits pas. Et si on veut vraiment revenir à 2 degrés, ne serait-ce qu'à 2 degrés, il faut faire des grands pas. Il faut vraiment, voilà, c'est le message que je souhaite donner. Je te donne la parole, plus Rémi. J'ai tenu les 5 minutes 55, vas-y. Merci beaucoup Jean, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ces journées organisées par l'association Météo et Climat. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que le changement climatique, en plus d'être un problème environnemental, est un problème sanitaire et aussi un problème d'inégalité sociale, territoriale notamment. Cela a été acté par les COP récentes, tu l'as rappelé Jean, et ce lien entre climat et santé, il est manifeste d'une part par les conséquences sanitaires de ce changement climatique que nous allons aborder aujourd'hui, avec notamment les effets qui passent par les altérations de la température, la variation de la fréquence des événements climatiques extrêmes. Cet impact il se manifeste aussi par une modification de l'exposition aux risques infectieux, qui est plus difficile à étudier, plus difficile à quantifier, mais qui est une grande préoccupation, par d'autres mécanismes comme ceux qui sont liés à la diminution de la production agricole et donc aux enjeux d'équilibre alimentaire que le changement climatique pose. Le changement climatique et la santé, c'est aussi les défis que ce changement pose à notre système de santé, qui lui-même n'est pas complètement en grande forme et qui doit rester résilient face aux crises, résilient face aux événements climatiques extrêmes, et pas constituer une menace supplémentaire pour les patients, en plus de devoir, comme tous les secteurs de la société, à échéance brève, réussir à se décarboner. Et il est possible que cette décarbonation, en tout cas on l'évoquera aujourd'hui, du système de santé, soit une opportunité pour se tourner vers un système de santé qui, contrairement à aujourd'hui, n'investisse pas peut-être plus de 95% de ses moyens dans la thérapie et juste quelques petits pourcents dans la prévention, mais un petit peu plus que ces quelques pourcents pour la prévention. Prévention qui, dans certains cas, peut être
tout aussi, voire plus efficace que la thérapie selon les problèmes. Prévention qui est peut-être moins coûteuse en émissions de gaz à effet de serre pour un bénéfice sanitaire donné, et donc ce rééquilibre en faveur d'un petit peu plus de prévention dans le système de santé pourrait être une façon pour ce système de santé de faire face aux défis qui se posent à lui aujourd'hui, notamment dans le contexte du changement climatique. Et ça nous amène vers quelque chose qui est finalement positif et vers une idée qui, on verra si elle est confirmée par cette journée, mais qui est que, en plus d'être une vraie menace pour nos santé, ce changement climatique peut être aussi, si on réagit à la hauteur du défi, une opportunité, notamment pour la santé publique et peut-être aussi pour la lutte pour les inégalités. En effet, beaucoup d'actions d'atténuation du changement climatique sont des actions qui vont entraîner ou qui peuvent entraîner, et si elles sont bien choisies, des co-bénéfices sanitaires extrêmement importants. Si on réussit à sortir des énergies fossiles, en plus de régler la question du changement climatique, on va éviter des millions de décès chaque année liés à la combustion de ces énergies fossiles, aux particules fines, aux oxydes d'azote et aux autres polluants atmosphériques qu'elles génèrent. Si on modifie notre système de transport vers un système de transport qui s'appuie moins sur des véhicules thermiques occupés par 1,1 ou 1,2 personnes en moyenne, on va peut-être augmenter l'activité physique et faire baisser le fardeau de maladies liées à la sédentarité. Si on décarbone notre alimentation, au sens de limiter son empreinte carbone, on va aussi peut-être s'éloigner d'aliments qui sont ceux qui ne sont pas associés à une bonne santé, et pouvoir aussi, là aussi, peut-être faire baisser le fardeau de maladies cardiométaboliques dues au déséquilibre alimentaire. Et donc, ces co-bénéfices, ils ne sont pas tous bien quantifiés, mais il y a l'espoir que, et dans les estimations actuelles, il est possible que ces co-bénéfices soient supérieurs aux bénéfices liés simplement au fait qu'on réussisse à éviter les décès en excès liés directement aux aléas climatiques induits par le changement climatique. Donc, prendre en compte la santé dans la lutte contre le changement climatique, c'est essentiel, et c'est aussi essentiel parce que ces co-bénéfices sanitaires ont des caractéristiques qui les distinguent des bénéfices climatiques des actions d'atténuation. Ces actions d'atténuation sur le climat, on sait que malheureusement, elles prennent du temps à se manifester. C'est ce qu'on appelle la tragédie des horizons, qui sont au-delà des mandats électoraux. Ils ne sont pas toujours locaux, ils sont dilués dans l'espace. Quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle, ça bénéficie à toute la planète, et ils sont conditionnés à l'action des autres gros émetteurs de carbone. Les co-bénéfices sanitaires liés aux actions d'atténuation, eux, ils peuvent être locaux, ils peuvent survenir sur le très court terme. Si vous décarbonez les transports dans votre ville, vous aurez moins de bruit, moins d'accidents, plus d'espace vert, plus d'espace pour chacun, une meilleure qualité de l'air, une meilleure santé, quasiment du jour au lendemain, même si les autres villes ne le font pas. Donc ces co-bénéfices sanitaires qui sont locaux, à court terme et non conditionnés à l'action des autres, peuvent être une motivation supplémentaire pour nos sociétés pour s'engager dans la décarbonation. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, je vais remercier très chaleureusement le conseil scientifique qui a construit ce programme, notamment Laurie Marot, Cyril Caminade, Gilles Ramstein, j'espère que j'oublie personne, Éric Brun aussi de l'association Météo et Climat, qui est désolé de ne pas être avec nous, bien sûr Jean Jouzel et toute l'équipe de Météo et Climat et notamment Morgane Naudier. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci Rémi, merci Jean. Merci à vous, tenez Jean, je vous rends votre programme.